fâché pour l'écrivain. Bonsoir, donc on va ouvrir cette dernière séance de la matinée, et en fait avec cette table ronde déjà mémorable, nous ouvrons les 2 jours de Racines de ciel, consacrés cette année à un thème troublant, qui est troublante familiarité. Nous allons donc parler de ce qui, dans l'art, mais aussi peut-être dans tous les domaines, est ce qu'il y a de central et d'essentiel, c'est-à-dire de ce qui nous touche, de ce qui nous trouble, de ce qui nous émeut, c'est-à-dire qui nous déplace, puisque, vous le savez, l'émotion, c'est d'abord un mouvement, c'est ce qui nous meut. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé, donc c'est pas sûr que je sois d'une clarté absolue. Donc, troublante familiarité, c'est aussi découvrir dans ce qui nous paraît proche, dans ce qui nous paraît familier, ce qui se révèle inconnu, étranger, lointain, et c'est aussi inversement voir surgir dans ce qui nous paraît très éloigné de nous, dans l'espace et dans le temps, de ce qui nous paraît lointain, étrange, une familiarité, une proximité. Il y a donc toujours un effet de surprise, de trouble dans cette révélation. Donc nous avons la chance d'avoir avec nous un jury exceptionnel, on peut le dire, pour le prix du livre d'art, de conservateurs, d'historiens de l'art, d'enseignants, de directeurs d'institutions. J'ai entendu un jour Sophie Macariou, qui est avec nous, dire avec simplicité le meilleur jury du monde. Et j'y adhère puisque j'en fais partie. Donc, nous profitons donc de cette présence pour interroger le thème donc de Racines de ciel d'aujourd'hui, appliqué à l'histoire de l'art. Nous avons donc, Michel Leca et moi, demandé aux membres du jury qui sont présents à Ajaccio cette année de répondre à cette question. Y a-t-il une œuvre, une toile, un objet muséal, un lieu qui a suscité en vous un sentiment de troublante familiarité? Alors, je vais demander d'abord à un homme par mesure d'égalité, d'ouvrir la séance. Donc, Éric de Chassé, historien d'art, directeur général de l'INA, donc l'Institut National d'Histoire, l'INHA, pas d'INA, l'INHA, il manque un H, de l'Institut National d'Histoire de l'Art, d'ouvrir cette séance. Voilà. Éric, à toi. Alors, je crois qu'il y a une image, mais alors, je ne sais pas si vous allez la trouver. Oui, il y a une image, mais une mauvaise image. Mais ça n'est pas grave. Oui, il y avait plusieurs manières, évidemment, de revenir à l'image, peut-être, d'aborder si on pouvait rester sur l'image. D'aborder la question, et je suis simplement parti, mais ça aurait pu être 10 000 autres images ou 10 000 autres expériences, d'une expérience qui, au sens strict du terme, est une expérience dans un endroit où on s'attend à trouver un certain type d'objets ou d'images qu'on situe clairement dans une période, dans un contexte. En l'occurrence, la villa dite de Popée à Oplontis, près de Naples, un de ces grands sites archéologiques enfouis sous les cendres du Vésuve, où on s'attend à trouver de la peinture pompéienne, et de voir au détour de plusieurs couloirs et d'un péristyle des panneaux peints de bandes noires sur un fond blanc, et d'avoir le sentiment que ces choses ressemblent
étrangement, incroyablement, à d'autres œuvres beaucoup plus récentes. En l'occurrence, notamment, j'aurais dû mettre une image, je ne pensais pas faire un cours, mais une très rapide intervention. En l'occurrence, en particulier au tableau abstrait peint à la bombe par Martin Barré en France dans les années 1950-1960, dont un certain nombre sont exactement avec la même structure qui fait soit arête de poisson, disent en général les archéologues, soit simplement des motifs décoratifs. Et pour moi, comme historien de l'art, ce genre de rencontre est une manière à la fois de me conduire à m'interroger sur un certain nombre de certitudes, c'est-à-dire sur la manière dont on peut interpréter des images sans leur contexte ou avec leur contexte, et d'essayer de faire en sorte de comprendre mieux précisément quels sont ces objets que moi j'aurais pris comme des objets effectivement de pure délectation plastique, voire même, si je les prends avec les termes que j'utiliserai pour parler de Martin Barré, d'analyse de la surface à peindre, de structure déductive, géométrique, de réduction du chromatisme au noir et blanc, etc. Et en fait, il s'agit, pour autant qu'on le sache, des éléments plus ou moins décoratifs. Il n'est pas sûr que leur fonction soit vraiment décorative, elle est plutôt utilitaire pour protéger les murs, des quartiers réservés aux esclaves, c'est-à-dire des quartiers où les esclaves soit exercent leur labeur, soit sont cantonnés pendant une partie de la journée ou de la nuit, soit d'endroits de passage, parce qu'en fait, bien qu'ayant pas mal cherché de choses sur ce quartier-là dans la villa de Plontis, les choses ne sont pas très claires. Et pour une sorte de raison, et je vais terminer là-dessus, qui est qu'en fait, loin d'être des œuvres d'art dignes de l'intérêt des puissants et donc dignes de l'intérêt des générations futures et donc collectionnées en général par les musées d'art, ce sont des éléments de la vie quotidienne d'une partie de la population en règle générale très négligée, dont je ne sais évidemment absolument pas quelle perception esthétique il ou elle pouvait avoir à cette époque-là, sans vouloir tisser des liens trop forts, puisque nous vivons dans une période dans laquelle les événements politiques qui nous entourent revêtent un aspect très profondément troublant, mais en fait, dès qu'on est un peu historien, renvoie à une familiarité extrêmement grande, dont on peut espérer qu'elle n'aura pas les mêmes conclusions. Voilà, je me dis juste que cette attention par empathie, puisque finalement c'est ça qui se passe dans la relation aux œuvres d'art, ou à ce qu'on considère comme des œuvres d'art, est un des éléments qui permettent d'être attentif à ces similitudes, à ces fausses familiarités, à ces vraies familiarités, à ces aspects troublants, à ces aspects inquiétants et à ceux qui peuvent nous conduire à réfléchir plus avant. Merci Éric Dechassé. Nous allons tout de suite passer à la seconde et puis peut-être si nous avons encore le temps, nous ferons un petit débat où on ouvrira un petit peu un dialogue. Oui. J'ai juste oublié de dire comme historien de l'art que évidemment ce sont des objets qui datent de la moitié du 1er siècle après Jésus-Christ. La moitié du 1er siècle. Ah oui. Je vais donner maintenant la parole à Marie-Christine Labourdette, qui est présidente du Château national de Fontainebleau et qui est évidemment conservatrice du patrimoine. Merci beaucoup Albert. Je vais vous parler d'un personnage né en 1890, architecte français. Si vous pouvez mettre l'image, Jacques, qui s'appelle Jacques Carlu et qui fut un personnage très étonnant
donc avec lequel finalement j'ai rencontré à plusieurs étapes de ma carrière, un peu avec des cailloux blancs, qui la première fois étaient de manière un peu neutre, et puis au fur et à mesure, j'ai fini par être fascinée par à la fois ce personnage et son parcours, par cette forme de liberté incroyable qu'il a pu avoir dans sa carrière. Je l'ai donc croisé une première fois à la Villa Médicis, dont il a été Grand Prix de Rome en 1919, et où j'ai été aussi secrétaire général de la Villa, donc on le voyait dans les portraits représentés, non pas en 1919, je rassure tout le monde, et dont j'ai vu les portraits qui étaient à l'époque réalisés. Il part aux États-Unis dès la fin de sa carrière, enfin de son séjour à la Villa Médicis, où il va passer plus de 10 ans à la fois découvrir et former le style paquebot, que l'on voit dans un magnifique, par exemple, restaurant, le restaurant Eaton de Montréal, que l'on voit aussi dans des bâtiments sur lesquels il aura une influence assez forte, que pour rester dans le monde des musées, que l'on voit à la Barnes Collection de Philadelphie, que l'on voit aussi à Detroit. Et donc cette grande architecture va le pousser, quand il va rentrer en France, à construire cet immense palais, le palais de Chaillot, dont vous noterez qu'il est la modification du palais qui avait été construit pour l'exposition universelle de 1878 par Daviou, qui était une énorme meringue au milieu du Trocadéro. Et Carlu fait quelque chose d'incroyable, il détruit le centre du bâtiment, crée un vide, on est en face de la Tour Eiffel, et il élargit les ailes pour en faire des grandes ailes qui enserrent le vide. Et le vide central modifie l'architecture de manière absolument radicale. J'ai eu la chance de présider l'aile droite de cet immense bâtiment qui abrite la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, donc troisième rencontre avec Carlu aussi après les États-Unis, où j'ai passé un petit peu de temps en animant un réseau de musées franco-américains. Et donc cet architecte devient aussi le représentant non pas d'une architecture qu'on qualifiera d'architecture stalinienne ou proche mussolinienne, mais en réalité est le représentant de l'architecture art déco, et c'est un palais américain qui vient se poser en bord de Seine. Et cette représentation avait été très bien montrée lors de l'exposition sur France-Amérique Art Déco, qui a eu lieu à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, où on a pu revoir le lien très fort entre effectivement les États-Unis et l'Amérique, et pour finir, les États-Unis et la France, notamment en matière d'architecture. Et pour finir, quand je suis arrivée à Fontainebleau, j'ai découvert que Jacques Carlu avait été le président fondateur des écoles d'art américaines de Fontainebleau, qui, après la Seconde Guerre mondiale, sous l'inspiration de Rockefeller et de Whitney Warren, vont fonder une académie d'architecture qui, tous les ans, accueillera 70 architectes américains qui viendront se former en France pour échanger justement dans les styles entre les États-Unis et l'Amérique. Donc ces différents liens font que c'est un personnage qui, je pense, mérite d'être découvert, parce qu'il a aussi une immense liberté, celle de nous obliger à nous réinterroger sur ce qui nous paraît à la fois familier, simple, standard. Enfin, on dit ça, on se dit ok, c'est de l'architecture qu'on imagine effectivement en Italie sous Mussolini, que Sper, Anne Birra, et on dira c'est presque de l'architecture fasciste. Non, c'est de l'architecture américaine posée au bord de la Seine, et peut-être que l'absence qui est au milieu, c'est celle de notre manque parfois de curiosité pour s'interroger sur ce qu'est ou non la familiarité. Merci à vous. Merci. Merci Marie-Christine Labourdette. Jean Deloisy, qui nous a reçus il y a quelque temps dans les jardins de l'école des Beaux-Arts dont il était le directeur, qui est maintenant commissaire d'exposition et évidemment historien de l'art. Jean Deloisy, à toi. Merci Albert. On vient d'entendre l'histoire d'une hantise, puisque au fond, Marie-Christine, tu as été hantée par cet architecte qui t'a suivi mystérieusement dans toute sa vie et dans toute la tienne. Et cette hantise m'habite également, et je viens d'entendre Albert parler, et cette nuit je pensais
à ce sujet dont il fallait parler ce matin, et un autre Albert est venu jusqu'à moi. Il s'agit d'un Albert Levin, comme si chaque Albert était double. Est-ce que vous pouvez me montrer une image, s'il vous plaît? Alors, j'ai quelques images qui doivent arriver. Et la première image que je voulais vous montrer, c'était ce tableau de 1937, La reproduction interdite, parce qu'il a influencé Albert. Il a influencé Albert Levin, qui est le réalisateur du film extraordinaire Le portrait de Dorian Gray, inspiré par Oscar Wilde. Mais quand vous voyez le tableau de Magritte qui est là, vous vous rendez compte qu'il y a à côté de lui un petit livre qui est un livre consacré à Edgar Poe. Et Edgar Poe, que ce soit dans le portrait de William Wilson ou bien dans, par exemple, hein, ou d'autres, il y a toujours la question de la magie presque noire du tableau. Or, dans le tableau de Dorian Gray, la magie devient très noire et la question du double va devenir insistante. Vous allez voir déjà dans la tenue du personnage comment ce Magritte influence le grand acteur Hartfield qui va représenter le Dorian Gray. Pouvez-vous montrer l'image suivante, s'il vous plaît? Peut-être va-t-il apparaître. Et donc vous voyez que c'est le même personnage qui apparaît de ce côté-là, et il apparaît dans un univers rococo avec devant lui le portrait qui a été peint et avec lequel il va faire un pacte faustien, puisque le portrait va vieillir, va porter les stigmates de tous les vices, et lui-même ne va pas vieillir. Il est dans cet univers incroyablement lisse. Art Huntington, vous allez le voir de face désormais, l'image suivante s'il vous plaît, est un visage que seuls les Anglais distingués parviennent à avoir, c'est-à-dire un visage que l'on oublie dès qu'on l'a vu pendant 5 minutes. Mais ce visage est un masque, on le voit très bien, une sorte de masque de plâtre et de fard blanc. Et ce masque est intéressant parce que il montre à quel point il y a dans la lutte entre le tableau qui va vieillir et se corrompre et ce personnage presque qui ressemble au visage de plâtre d'une statue grecque, si je puis dire, ou de marbre d'une statue grecque, il y a quelque chose de très particulier qui va se construire. Montrez l'image suivante, si vous voulez. Voici le tableau qui est célèbre et qui va être fait par un très grand artiste pour le film qui s'appelle Le Lorraine Albright. Et Le Lorraine Albright est un artiste qui vient du réalisme magique américain et qui est très marqué par la corruption. Le choix qu'a fait le réalisateur de cet artiste est très subtil. Vous pouvez voir le tableau à l'Art Institute de Chicago. Et vous allez voir une autre image de ce personnage, Ivan Le Lorraine Albright. Vous voyez à quel point la joie l'habite. Et, et c'est vrai que ces années d'études de médecine qu'il fit à Nantes entre 1914 et 1918 dans l'hôpital de Nantes lui a laissé un sens de la corruption des corps qui est très particulier. Montrez l'image suivante. Et voilà le genre de peinture qu'il fait, une nature morte qui s'appelle « Prier pour ces petites choses anodines ensemble par hasard » et à gauche une sorte de silène effrayant qui est assez intéressant. Mais là où je veux en venir, c'est la question du double. Si je vous parlais à l'instant de Le Lorraine Albright, et du grand artiste, du grand acteur Hartfield, c'est parce que ce film est hanté par la question du double, par une étrange familiarité. Au début, ce n'est pas Hartfield qui devait faire le film, c'est ça y est, j'ai un trou. C'est la grande actrice allemande Greta Garbo. Greta Garbo. Suédoise. Suédoise. Et Greta Garbo a été censurée. La censure américaine n'a pas voulu qu'une femme représente ce personnage masculin. Et donc, c'est ainsi que Hartfield est arrivé. Et donc, déjà, cette question du double est revenue d'une façon insistante. Mais vous allez voir dans l'image suivante quelque chose d'aussi intéressant dans la façon dont nous sommes hantés par le double. L'image que vous avez ici, c'est les deux artistes en train de peindre les deux tableaux qui sont chacun une étape donc de l'aventure de ce film. À gauche, vous avez Melvin Albright, frère jumeau de celui qui, à droite, est
le Lorraine Albright, le célèbre artiste. Et donc, l'un est le jumeau de l'autre. Le double continue de nous hanter. Les deux Albert ont bien fait leur affaire. Continuons. Continuons. L'autre image, s'il vous plaît. L'image suivante, la voici. Le tableau a été ressenti d'une façon assez particulière, et le tableau qui avait été fait par le premier, Ivan Albright, a été considéré, Melvin Albright, je veux dire, a été considéré comme insuffisant, et on a demandé à quelqu'un de le retoucher. Cette personne qui l'a retouché s'appelle Enrique Medina. Enrique Medina a retouché ce tableau, et très curieusement, cet artiste pompier sans aucun intérêt a été acquis par le Musée national d'art moderne dans les années 70. Et l'année dernière, on a découvert que l'autoportrait qu'il avait fait de lui-même était en fait le portrait de son frère, et que les historiens d'art s'étaient trompés sur le double, et qu'une fois de plus, la fraternité amenait une étrange familiarité. Voilà. Garde-le. Mais oui, parce que je vais donner donc la parole à Sophie Macariou, conservatrice du patrimoine, qui est aujourd'hui directrice scientifique d'Afaloula, donc qui est l'agence française pour le développement d'Alouya, qui est un projet de coopération franco-saoudien, c'est à peu près ça. Donc voilà, à toi la parole. Merci cher Albert. Je disais juste en aparté avant que nous commencions à Jean, j'espère que je ne parle pas après toi. C'est toujours comme ça. Bon. Alors, troublante familiarité. Je pense que ça a suscité beaucoup de discussions, et avec quelques réminiscences philosophiques, je n'ai pu m'empêcher moi aussi de venir appliquer à cette expression troublante familiarité une expression double ou une expression en miroir qui est inquiétante étrangeté. Bien sûr. Et je navigue entre la troublante familiarité et l'inquiétante étrangeté. Si je peux avoir l'image, merci. Je fais souvent ce rêve étrange et inquiétant d'une femme qui n'est ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, et même me comprend. Je ne sais pas si je vous parle de quelque chose qui m'est familier ou de quelque chose qui m'est étranger. On est donc entre la troublante familiarité et l'inquiétante étrangeté. Vous voyez qu'on a une cathédrale gothique, bien sûr, et vous comprenez immédiatement, à quelques détails, que cette cathédrale gothique, elle se trouve en terre étrangère au gothique. Vous avez sur la partie gauche de l'image une des tours qui a été prolongée par un minaret. Vous avez un cyprès, et vous avez à l'avant quelque chose que vous n'identifiez peut-être pas, et qui est en fait une petite fontaine d'ablution. C'est une des cathédrales gothiques de Chypre, Chypre dont je tiens mon nom, de Macariou, puisque c'est un patronyme chypriote et que je suis moitié française, moitié chypriote. Petite fille, j'ai eu la chance d'être élevée par un père chypriote et architecte qui m'a familiarisée à l'appréciation de l'architecture, et les premières visites ont été beaucoup pour des monuments gothiques, ce qui m'a donné mon goût pour le Moyen-Âge, et j'ai passé le concours de conservateur comme médiéviste et pas comme spécialiste de l'islam. Et on est déjà dans cette espèce de balancement d'un monde à l'autre. Quand je suis arrivée à Chypre pour la première fois, monde dans lequel j'avais à la fois toujours vécu et jamais vécu, j'ai été immédiatement saisie, enfant, par des choses qui me semblaient incroyablement familières. Et c'était à la fois un monde de saveurs auquel j'étais habituée à la maison, un monde d'images auquel j'étais habituée par mes visites avec mon père, dont l'architecture gothique. Et en même temps, il y avait un incroyable collage de ce que j'ai découvert comme enfant, parce que le gothique, l'opus francigenum, ça se développe dans les terres du Nord, ça se développe plutôt bien au-delà de la Loire, à l'origine, comme vous le savez, et très loin de ces paysages de palmiers, de cyprès. Mais il faut savoir que Chypre est une terre où il y a un extraordinaire gothique
Vous en avez un témoignage magnifique ici, et je me rends compte, évidemment, seulement maintenant, en regardant et en ayant choisi trop vite mon image, parce que j'ai oublié de le faire, évidemment, hier, que je me suis trompée de cathédrale. Je ne vous ai pas montré celle que je voulais vous montrer, mais ça n'est pas grave. Ici, vous êtes à Saint-Nicolas de Famagouste, la cathédrale du Sacre, puisque les rois de Chypre étaient sacrés 2 fois, on est toujours dans la gémellité, une fois comme roi de Chypre à Nicosie, dont je vais vous parler, et une fois comme roi de Jérusalem à Saint-Nicolas de Famagouste. Et voilà pourquoi cette cathédrale extraordinaire est la cathédrale qui transpose en fait le mieux la façade de Reims. Alors, à Nicosie, une cathédrale gothique peut en cacher une autre. Il y a un épisode aussi qui, pour moi, est particulièrement intéressant. Vous avez une cathédrale qui est maintenant, vous savez que vous êtes dans la seule capitale d'Europe, une des seules capitales du monde qui est coupée en 2 par une frontière. Et dans la zone occupée se trouve maintenant Sainte-Sophie de Nicosie. Sainte-Sophie de Nicosie qui est bien sûr transformée en mosquée, qu'il est d'ailleurs depuis 1571, date de l'invasion ottomane à Chypre. Cette cathédrale, elle a commencé à être construite au XIIIe siècle, au tout début du XIIIe siècle, en 1219 environ, au moment où les Lusignan s'installent à Chypre. Ils ont perdu Jérusalem après 1187. Et puis se passe un épisode important en 1248. En septembre 1248 arrive pour la croisade Louis IX, le futur Saint Louis. Louis IX qui va passer à Chypre pas tout à fait un an, entre septembre 1248 et mai 1249, et Chypre lui sert de base arrière pour son expédition vers l'Égypte. Il a avec lui des ingénieurs, dirait-on, et bien sûr des tailleurs de pierre. Et il va laisser à Chypre une trace. Il y a à l'arrière de Sainte-Sophie de Nicosie, parce que le porche a été déplacé à la suite de différents travaux, un portail qui est un chef-d'œuvre du gothique parisien, avec des natures, des chapiteaux à feuillage, qui sont caractéristiques de l'art parisien des années 1250, très similaire à ce qu'on peut trouver à la Sainte-Chapelle de Paris. Ce portail, qui dans les vicissitudes de la cathédrale a été déplacé par un souverain ottoman, le souverain Abdelaziz, entre 1861 et 1876, a un autre petit frère, également en Orient, et ce petit frère se trouve au Caire, dans un monument tout à fait extraordinaire, qui est le grand complexe qui a été construit par le sultan An-Nasser ibn Kalaoun. D'où vient ce portail gothique qui est réimplanté en terre étrangère? Il vient de Saint-Jean d'Acre, qui est le dernier établissement franc de Terre Sainte qui tombe en 1291. Et en 1291, comme signe de la victoire, les Mamelouks démontent un des portails gothiques de même période, fait par les mêmes pierreux, et le réimplantent en 1303-1304 sur ce monument Mamelouk, un des grands monuments médiévaux du Caire. Et c'est dans cet entremêlement extraordinaire, pour moi aussi, que se situe, je dois dire, presque l'aventure de ce qu'est l'histoire de l'art, très loin des boîtes fermées que l'on adore faire. Moi, je passe mon temps à dire que je suis un historien d'art des chemins de traverse, que toute ma vie, j'ai traversé les frontières, naviguant entre l'inquiétante étrangeté et, décidément, j'ai du mal à le dire, la troublante familiarité, ne sachant jamais si je suis d'un côté ou de l'autre, et espérant bien continuer ainsi. Merci. Merci. L'inquiétante étrangeté et la troublante familiarité, évidemment, ont des points, mais troublante familiarité est un peu plus doux que inquiétante étrangeté. Voilà. Oui, je suis parti de cela, mais comme il fallait aussi
parler du rapport entre l'Italie et la Corse, je trouvais que parler de l'inquiétante étrangeté pour ce rapport, c'était pas tout à fait adéquat. J'ai préféré troublante familiarité. Voilà. Et donc, c'est peut-être aussi ce que je viens de faire, une apologie de l'appropriation culturelle, qui est une bonne partie de la création artistique. Absolument. On ne s'approprie que ce qu'on aime. Merci. Je vais donner maintenant la parole à Philippe Morel, mon voisin, qui est professeur d'histoire de l'art moderne à l'Université de Paris 1, qui est historien d'art et spécialiste de l'art contemporain, moderne, italien. La Renaissance. C'est contemporain. Bien, moi aussi, je vais tenter de vous parler un peu d'entremêlement culturel, même s'il n'y a absolument rien d'autobiographique dans ce que je vais vous présenter. Ce que je pourrais avoir l'image qui s'appelle Boltra. Boltra. Je présume que cette image n'est pas très connue du public. Voilà. Est-ce qu'elle est lisible? Je ne sais pas. Oui. Donc une troublante familiarité entre des cultures que l'on pourrait croire totalement antagonistes, mais dont, vous allez le voir, les rapports en fait s'avèrent beaucoup plus complexes et étroits. Alors le dessin que je vous montre ici a été longtemps attribué à Léonard de Vinci. Il est en fait l'un de ses collaborateurs, un artiste milanais de la fin du XVe siècle qui s'appelle Giovan Antonio Boltraffio. Et c'est un portrait d'un jeune homme, relativement jeune, vêtu avec les habits de l'époque. Il affiche autour de la tête des attributs, on va appeler ça comme ça, des attributs qui sont à la fois bachiques, autrement dit une grande couronne qui est sans doute de lierre, mais qui peut être aussi de vigne, mais aussi des attributs christiques, puisque si vous regardez bien, j'espère que c'est visible, il y a une couronne d'épines dont les pointes pénètrent dans sa peau. Alors après, comme je l'ai dit, avoir été attribué à Léonard de Vinci, après avoir été identifié comme une figure de Bacchus, ce dessin est maintenant présenté comme une image christique. Ceci parce que la vigne, bien sûr, peut valoir comme une allusion eucharistique. Qui plus est, on peut aussi convoquer Saint Jean et y voir une allusion à l'image très connue du Christ comme vigne. Toutefois, on n'a jamais vu dans la peinture de la Renaissance le Christ vêtu d'habits contemporains ou doté d'une telle couronne végétale aussi luxuriante et abondante. Celle-ci nous ramène donc nécessairement une identité bachique qui, néanmoins, ne peut pas nous faire oublier les épines christiques qui s'insèrent sur le front sont inscrites sur le front du visage. Alors plutôt que de vouloir assigner à cette image une seule identité, je pense qu'on a tout lieu d'y reconnaître quelque chose de beaucoup plus ambigu et entremêlé, un portrait, ou mieux encore, et c'est ce que j'ai proposé jadis, un autoportrait à la fois christique et bachique d'un artiste qui se présente simultanément sous l'apparence du Dieu qui est non seulement le Dieu de l'ivresse, on oublie parfois, mais c'est aussi le Dieu de l'inspiration créatrice, pratiquement au même titre qu'Apollon. Et cela deviendra une chose assez commune à la fin de la Renaissance dans la peinture, mais aussi sous l'apparence du Christ, comme le fait quelques années plus tard Dürer lui-même, un autoportrait en Christ. Mais ici, un autoportrait christique et bachique avec une inflexion empathique, emporte avec elle peut-être une méditation, la souffrance du Sauveur, mais colorée peut-être, teintée d'une possible introspection, quelque chose de plus personnel, de plus trouble, de nature mélancolique. Alors c'est le point de départ, et cette ambiguïté, cette indétermination propre à ce entremêlement, ce mélange entre Bacchus et le Christ. Est-ce qu'on peut avoir l'image suivante, qui est Léo, voilà, se retrouve, on est toujours dans le monde léonardesque, au début du XVIe siècle, dans un tableau de Léonard de Vinci qui est présenté au Louvre maintenant, mais elle se joue ici dans le rapport entre Bacchus et Saint Jean-Baptiste. Alors, si vous pouvez me retrouver, Léo, ça serait parfait. Ça va arriver. L'image est déjà un petit peu trouble, mais si là, elle devient totalement opaque. Le personnage donc qui présente maintenant sur les cimaises du Louvre l'apparence de Bacchus figurait initialement. Qu'est-ce qui se passe?
Ah, pardon, oui, je comprends. Il s'est mis en stand-by. Je crois que... Je continue, hein. Donc, il figurait, vous allez au Louvre, vous voyez ce tableau, et il représente Bacchus. Mais il figurait initialement à Saint Jean-Baptiste, ce qui ressort du dessin en très mauvais état que je voulais vous montrer. Il s'agissait d'un Saint Jean-Baptiste au désert, entièrement nu, doté d'un geste déictique caractéristique pour Saint Jean-Baptiste, hein, qui dit Agnus Dei, il pointe en direction du Christ, qui va sauver le monde, et dans le dessin répond un bâton d'ermite qui se termine en forme de croix. Donc il s'agit bien d'un Saint Jean-Baptiste, en même temps présenté de manière assez singulière, dans sa parfaite nudité. Et comme l'écrit un auteur qui voit le tableau dans son état original à Fontainebleau, au début du XVIIe siècle, tableau qui était à ce moment-là dans l'appartement des Bains, c'est-à-dire au milieu d'images essentiellement érotiques, il dit il s'agit d'une œuvre extrêmement délicate. Il sait très bien qu'il parle de Léonard de Vinci, mais elle manque beaucoup de dévotion, hein, et même de décorum. Alors c'est pourquoi, quelques décennies plus tard, lorsque le tableau est transporté dans un autre château royal, à Meudon, on juge préférable d'en faire un Bacchus, hein. Et du même coup, comme l'a écrit très bien Daniel Arras dans sa monographie sur l'artiste, de rendre visible la figure du dieu antique, hein, dont la présence enfouie travaillait l'image du saint chrétien et en gênait en quelque sorte la perception. Alors il faut savoir que cette collusion, elle a été explorée par Léonard de Vinci. On ne verra toujours pas Léonard de Vinci. Bon, alors, adieu. Elle a été explorée par Léonard à partir d'une analogie entre Bacchus, un peu singulière, mais en fait assez commune pour Léonard et son époque, entre Bacchus et Saint Jean-Baptiste, commune en tout cas à Florence à la fin du XVe siècle, une analogie qui est en fait formulée par un auteur célèbre pour l'époque, au début du XIVe siècle, un commentateur chrétien de la tradition mythologique, qui s'appelle Pierre Bersuire, pour qui ça peut intéresser, qui voit dans Bacchus couronné de vigne, laquelle vigne symboliserait la croix, voilà Léonard, le tableau devenu Bacchus, hein, une sorte de préfiguration donc de Saint Jean-Baptiste méditant sur la passion à venir du Sauveur. Est-ce qu'on peut revenir sur le dessin ? Mais là, le rapprochement opéré par Léonard n'en devient pas moins troublant, hein, puisqu'il s'agit de trouble, en vertu de la métamorphose opérée par l'artiste du prophète ermite en un dieu éphèbe, entièrement nu. Hein. Donc, on peut dire qu'au mélange déjà problématique entre christianisme et paganisme, mélange qui à la même époque est dénoncé par un Savonarola, hein, le peintre ajoute, je ne parle pas de ce tableau, mais de façon générale, le peintre ajoute une qualité érotique, il faut le dire, qui fait en quelque sorte glisser le pouvoir de séduction du prophète de sa parole à son apparence physique. Et la dernière image que je vous montrerai, mais je ne vais pas vous la commenter parce qu'elle conduirait sur des considérations là aussi un peu troublantes, c'est Caravage, qui peint lui-même, alors nous sommes au tout début du XVIIe siècle, il peint pour des cardinaux romains, ce Saint Jean-Baptiste qui lui-même est travaillé par une intertextualité bachique qui fait comprendre le rapport entre la totale nullité et ce bélier totalement lubrique, hein. Mais il s'agit d'une image ici beaucoup plus provocatrice, sans doute ironique, adressée donc à un public susceptible d'être peut-être troublé par les charmes tout à fait équivoques de ce personnage. Merci. Merci Philippe Morel. Et maintenant la parole à Marielle Pic, archéologue, conservatrice générale du patrimoine, et voilà, qui nous rejoint, qui va donc choisir un objet qui est, si je ne me trompe, un petit peu dans sa ligne. Une bonne nouvelle, je n'ai pas de photo. Voilà.
Alors, peut-être... ou alors il faut le... Je sais pas. Oui, Oui, beaucoup c'est mieux. mieux. Alors, merci Albert de me présenter. Et je suis donc archéologue spécialiste du Proche-Orient. Je remercie mon voisin d'avoir fait l'archéologue au début de la présentation. En fait, il y a quelque chose de commun entre les archéologues et les artistes contemporains. C'est effectivement cette recherche de la trace de l'humain. On a vraiment cette passion commune. Et comme j'étais dans les racines de ciel, j'avais très envie de ne plus faire l'archéologue, mais de faire la philologue et épigraphiste, en vous parlant de 2 textes qui m'ont touchée, qui sont vraiment une troublante familiarité, qui sont la littérature sumérienne. Et la première tablette, vous allez voir que c'est une familiarité quotidienne, date de 1749 avant Jésus-Christ, donc Babylone. Et c'est une tablette qui parle de l'école. Écolier, es-tu allé depuis ta plus tendre, où es-tu allé depuis ta plus tendre enfance? Je suis allé à l'école. Qu'as-tu fait à l'école? J'ai récité ma tablette. J'ai pris mon déjeuner, j'ai préparé ma nouvelle tablette, je l'ai remplie d'écriture, je l'ai terminée. Puis, on m'a indiqué ma récitation. Et dans l'après-midi, on m'a indiqué mon exercice d'écriture. À la fin de la classe, je suis allée chez moi, je suis rentrée dans la maison où j'ai trouvé mon père assis. Une certaine troublante familiarité, je dirais. Quand je me suis réveillée tôt le matin, je me suis tournée vers ma mère et je lui ai dit « Donne-moi mon déjeuner. Je dois aller à l'école. » À l'école, le surveillant m'a dit « Pourquoi es-tu en retard ?» Effrayée et le cœur battant, je suis allée au-devant de mon maître et je lui ai fait une respectueuse révérence. Le maître, ravi, récompensera l'élève parce que tu n'as pas dédaigné ma parole, puisses-tu atteindre le pinacle de l'art du scribe. Vous voyez que même si c'était au 2e millénaire avant Jésus-Christ, il y a une familiarité. Et c'est ça qui est absolument passionnant dans l'étude de la Mésopotamie. C'est tous ces textes que l'on trouve et que l'on déchiffre maintenant aisément. Il y a à peu près 67 langues différentes en écriture cunéiforme, entre autres, hiéroglyphique aussi. Et il y a un texte qui correspond aussi à une actualité importante, c'est évidemment la problématique du climat. Et je vais vous lire un texte que vous connaissez tous. « Prête l'oreille à mes instructions. Sur toutes les demeures, sur les villes, la tempête va se déchaîner pour la destruction de la descendance de l'humanité. L'ascendance finale, la décision de l'Assemblée. La parole, prononcée par les dieux, à nous, Enlil, Ninursag, sera la chute de la royauté. Et tous les vents ravageurs et les ouragans furent au rendez-vous, la tempête balaya les villes. Après que la tempête eut balayé le pays pendant 7 jours et 7 nuits, et que le vent ravageur eut ballotté l'énorme bateau sur les eaux, le soleil apparut, illuminant la terre et le ciel. » Donc, celui qui ouvre le bateau s'appelle, dans cette épopée de Gilgamesh, Ziusudra, mais évidemment, on pense tous à Noé. Il pratiqua l'ouverture de l'énorme bateau. Donc l'épopée de Gilgamesh, vous savez, on l'a en petits morceaux, si je puis dire. Il y a plein de tablettes, malheureusement au Louvre nous n'en avons pas, mais plein de fragments de tablettes, puisque c'est un texte qui a été créé probablement à l'époque sumérienne et recopié jusqu'à celui que vous connaissez dans la Bible. Je trouvais que c'était quand même une troublante familiarité. Merci. Merci Marielle Pic. Et maintenant, à tout seigneur, tout honneur, le maître de ces lieux, Philippe Costamagna, que je ne vous présente pas, qui est directeur évidemment du musée dans lequel nous sommes et qui nous accueille. Je voulais choisir, dans ma première réflexion, un dessin de Dürer, qui est absolument extraordinaire, qui est conservé à Berlin, qui est peut-être le dessin le plus moche qui soit, c'est-à-dire un dessin d'un petit garçon qui est comme ça,
Et parce que je m'identifie, je n'ai jamais su dessiner. Même petit, je n'ai jamais su dessiner. Donc, je m'étais identifié avec ce dessin de Dürer qui a été exposé récemment à Berlin dans une exposition. Et finalement, j'ai changé d'avis. Et j'ai choisi un tableau du musée d'Ajaccio, parce que je quittais le musée. Au bout de 18 ans de vie ici, je pense que, voilà, pour des raisons personnelles, au départ, j'avais dit que j'étais là 9 ans, 3, 6, 9, il restait 18 ans, c'est déjà pas mal, je pense qu'on a... Hein. Et je ne vais pas être long, donc j'ai choisi ce tableau qui, pour moi, depuis le départ, quand je suis arrivé il y a 18 ans, a été une étrange familiarité avec cette œuvre, qui m'a toujours gêné, profondément gêné. Il est exposé un peu plus loin, il est vraiment... C'est une mère et son enfant, pas très bien reproduit ici, mais on peut l'imaginer. C'est un tableau caravagesque d'un Lucquois qui s'appelle Paolini, Pietro Paolini. C'est un tableau vers 1620. Mais c'est peu importe qu'il soit, parce que c'est un tableau qui est tellement... Il a été achevé donc tellement hors du temps, il pourrait être un tableau métaphysique des années 20. C'est une mère et son enfant, veuve, elle est veuve, donc la petite fille est forcément probablement orpheline du père, et elle tient une poupée. Et cette poupée, c'est le seul où on peut vraiment identifier l'époque, c'est-à-dire c'est un homme du XVIIe siècle qui correspond à son époque. Et donc j'ai toujours regardé ce tableau et je me suis dit c'est une œuvre qui... Elles l'ont tué, cet homme. Elles le brandissent. Et la mère a un visage absolument consciente. Enfin, c'est une œuvre qui n'est au-delà de l'histoire de l'art. Et donc, d'ailleurs, quand il m'a étonné quand Édouard Philippe est venu visiter le musée, c'est la seule œuvre qu'il a retenue, parce que, bien sûr, il connaît mal la peinture du XVIIe italien, surtout quand on voit la collection. Il connaît Caravage, il connaît comme tout le monde, mais il est resté. Et je pense que c'est un tableau qui est hors de l'histoire de l'art. Il pourrait faire plus couverture d'un livre de Sylvain Agacinski, où c'est un tableau profondément... Et alors pourquoi troublante familiarité? Pourquoi, j'ai mis 18 ans à le comprendre, pourquoi il me trouble? Parce que j'identifie toute ma vie. J'ai perdu mon père, je pense que ma mère a tué mon père, mais ça c'est toute une... Et je suis cette chose au milieu qui ne sait pas. Donc c'est une troublante familiarité. J'ai trouvé la raison de ce tableau que je n'oublierai jamais. Voilà. Merci Philippe, on a fait parler de la question de l'émotion, là tu l'as bien fait ressentir. Donc je vais terminer moi-même. Alors j'avais d'abord choisi un premier sujet qui était en fait puis ensuite j'ai changé d'avis, mais le premier c'était le poil de la barbe du prophète qui se trouve au musée de Topkapi et dont il vaut mieux aujourd'hui d'ailleurs ne pas douter du tout de l'authenticité. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'est un faux bon sujet, même s'il est assez troublant quand même, voir le poil de la barbe du prophète, mais c'est un sujet qui est tout de suite épuisé par son énonciation. C'est-à-dire une fois qu'on l'a dit, c'est pas que ce soit barbant, mais on n'a pas grand-chose à dire de plus. Alors j'ai choisi un lieu. J'ai choisi un lieu qui est un petit peu un souvenir, c'est-à-dire un lieu qui est un musée, qui est au fond j'ai gardé le souvenir de ma première visite dans ce musée comme d'un immense bonheur, et qui est le musée Guggenheim de New York, Salomon Guggenheim.
Alors nous parlerons cet après-midi d'ailleurs d'un autre musée Guggenheim qui est avec Dominique Memmi, qui est celui de Bilbao. Mais là, je parle de celui de New York. Il y a aussi celui de Venise. Celui de New York, je me souviens de cette étrangeté, c'est-à-dire d'entrer dans une architecture donc qui a été construite, j'ai vu 1959, par l'architecte Frank Lloyd Wright. C'est sa dernière œuvre d'abord. Il est mort l'année où ça a été inauguré, et c'est peut-être un de ses chefs-d'œuvre. Donc voilà, cette visite. Je n'ai pas d'image, mais pour le décrire rapidement, c'est un bâtiment en spirale qui est constitué d'une sorte de long ruban blanc qui forme tout l'extérieur du bâtiment. Et le visiteur entre par le sommet et descend jusqu'au niveau du sol, avec une sorte de rampe inclinée qui le conduit. C'est un espace donc où il n'y a pas de salle d'exposition comme dans la plupart de musées. Oh, formidable, génial, top. Donc là, on voit l'intérieur du musée, et donc il y a une sorte de continuité d'exposition en permanence, pas de salle. Et c'est un espace qui, comme vous le voyez bien ici, est entièrement fermé. Il n'y a pas de rapport à l'extérieur. Une fois qu'on est à l'intérieur, on est dans une intériorité continue. Il n'y a pas une ligne droite et pas d'angle. Au fond, je crois qu'il y a une chose qui est aussi en architecture un élément important. Il n'y a pas beaucoup de lieux comme ça, mais il y a dans certaines architectures la nostalgie d'un monde sans angle. Et donc cette espèce de lieu organique finalement dans lequel on se déplace, on a l'impression d'être à l'intérieur d'un corps. C'était une exposition, je me souviens, de Kandinsky, qui avait été la première exposition présentée d'ailleurs au musée. Et il y a un lien au fond entre l'art abstrait et ce type d'exposition. Je me suis rendu compte aussi qu'il y avait une chose qui faisait que c'était ce musée était une merveilleuse œuvre d'art, c'est qu'elle est en opposition parfaite avec la ville de New York dans laquelle elle est placée. C'est-à-dire la ville de New York est un hommage continu à la forme rectangulaire, aux angles, et là on a exactement le contraire, c'est-à-dire un espace qui n'est pas du tout construit sur le même principe, et ça je trouve d'ailleurs toujours très important dans l'architecture, évidemment, c'est de toujours penser le lieu par rapport à son extérieur et non pas le bâtiment en lui-même, mais dans le lieu où il est. Et voilà, je voulais juste parler de ça, c'est-à-dire cette espèce de sentiment de me retrouver au fond dans un espace où je me sentais presque chez moi, alors que c'est un espace d'une totale abstraction. Et voilà, il y avait ce trouble de se sentir dans un espace qui est si proche, alors qu'on est dans un espace qui est totalement non naturel, non inventé, pensé. Et là, voilà, il y a ce rapport avec le proche et le lointain, et l'organique et l'artificiel. Voilà. Merci.